Treizième nuit des Mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade dit encore à la sultane: Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'histoire du roi grec et du médecin Douban. Je vais contenter votre curiosité, ma sœur, reprit Scheherazade, avec la permission du sultan, mon seigneur. Alors, elle reprit ainsi son conte. Le roi grec, poursuivit le pêcheur, ne se contenta pas de recevoir à sa table le médecin Douban. Vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient ordinairement ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner 2000 sequins. Le lendemain et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce prince et lui dit en particulier qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi, ayant demandé ce que c'était: Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme dont il n'a point éprouvé la fidélité. En comblant de bienfaits le médecin Douban, en lui faisant toutes les caresses que votre majesté lui fait, vous ne savez pas que c'est un traître qui ne s'est introduit dans cette cour que pour vous assassiner. De qui tenez-vous ce que vous m'osez dire? Répondit le roi. Songez-vous que c'est à moi que vous parlez, et que vous avancez une chose que je ne croirai pas légèrement. Sire, répliqua le vizir, je suis parfaitement instruit de ce que j'ai l'honneur de vous représenter. Ne vous reposez donc plus sur une confiance dangereuse. Si votre majesté dort, qu'elle se réveille, car enfin, je le répète encore, le médecin Douban est parti du fond de la Grèce, son pays. Il n'est venu s'établir dans votre cour que pour exécuter l'horrible dessein dont j'ai parlé. Non, non, vizir, interrompit le roi, je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Il n'y a personne au monde que j'aime autant que lui. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle il m'a guéri de ma lèpre. S'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvé? Il n'avait qu'à m'abandonner à mon mal. Je n'en pouvais échapper, ma vie était déjà à moitié consumée. Cessez donc de vouloir m'inspirer d'injustes soupçons. Au lieu de les écouter, je vous avertis que je fais dès ce jour à ce grand homme, pour toute sa vie, une pension de 1000 sequins par mois. Quand je partagerai avec lui toutes mes richesses et mes états même, je ne le paierai pas assez de ce qu'il a fait pour moi. Je vois ce que c'est. Sa vertu excite votre envie. Mais ne croyez pas que je me laisse injustement prévenir contre lui. Je me souviens trop bien de ce qu'un vizir dit au roi Simbad son maître pour l'empêcher de faire mourir le prince son fils. Mais, sire, ajouta Scheherazade, le jour qui paraît me défend de poursuivre. Je sais bon gré au roi grec, dit Dinarzade, d'avoir eu la fermeté de rejeter la fausse accusation de son vizir. Si vous louez aujourd'hui la fermeté de ce prince, interrompit Scheherazade, vous condamnerez demain sa faiblesse, si le sultan veut bien que j'achève de raconter cette histoire. Le sultan, curieux d'apprendre en quoi le roi grec avait eu de la faiblesse, différa encore la mort de la sultane. Fin de la 13e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Quatorzième nuit des Mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland.
Ma sœur, s'écria Dinarzade sur la fin de la 14e nuit, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de reprendre l'histoire du pêcheur. Vous en êtes demeurée à l'endroit où le roi grec soutient l'innocence du médecin Douban et prend si fortement son parti. Je m'en souviens, répondit Scheherazade. Vous allez entendre la suite. Sire, continua-t-elle, en adressant toujours la parole à Schahriar, ce que le roi grec venait de dire touchant le roi Simbad piqua la curiosité du vizir, qui lui dit: Sire, je supplie votre majesté de me pardonner si j'ai la hardiesse de lui demander ce que le vizir du roi Simbad ait dit à son maître pour le détourner de faire mourir le prince son fils. Le roi grec eut la complaisance de le satisfaire. Ce vizir, répondit-il, après avoir représenté au roi Simbad que sur l'accusation d'une belle-mère, il devait craindre de faire une action dont il pût se repentir, lui conta cette histoire. Histoire du mari et du perroquet. Un bonhomme avait une belle femme qu'il aimait avec tant de passion qu'il ne la perdait de vue que le moins qu'il pouvait. Un jour, que des affaires pressantes l'obligeaient à s'éloigner d'elle, il alla dans un endroit où l'on vendait toutes sortes d'oiseaux. Il y acheta un perroquet qui non seulement parlait fort bien, mais qui avait même le don de rendre compte de tout ce qui avait été fait devant lui. Il l'apporta dans une cage au logis, pria sa femme de le mettre dans sa chambre et d'en prendre soin pendant le voyage qu'il allait faire, après quoi il partit. À son retour, il ne manqua pas d'interroger le perroquet sur ce qui s'était passé durant son absence. Et là-dessus, l'oiseau lui apprit des choses qui lui donnèrent lieu de faire de grands reproches à sa femme. Elle crut que quelques-unes de ses esclaves l'avaient trahi. Elles jurèrent toutes qu'elle lui avait été fidèle et convinrent qu'il fallait que ce fût le perroquet qui eût fait ces mauvais rapports. Prévenue de cette opinion, la femme chercha dans son esprit un moyen de détruire les soupçons de son mari et de se venger en même temps du perroquet. Elle le trouva. Son mari étant parti pour faire un voyage d'une journée, elle commanda à une esclave de tourner pendant la nuit, sous la cage de l'oiseau, un moulin à bras. À une autre, de jeter de l'eau en forme de pluie par le haut de la cage, et à une troisième de prendre un miroir et de le tourner devant les yeux du perroquet, à droite et à gauche, à la clarté d'une chandelle. Les esclaves employèrent une grande partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné leur maîtresse, et elles s'en acquittèrent fort adroitement. Le lendemain, le mari étant de retour, fit encore des questions au perroquet sur ce qui s'était passé chez lui. L'oiseau lui répondit: Mon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie m'ont tellement incommodé toute la nuit que je ne puis vous dire ce que j'en ai souffert. Le mari, qui savait fort bien qu'il n'avait ni plu ni tonné cette nuit-là, demeura persuadé que le perroquet, ne disant pas la vérité en cela, ne la lui avait pas dite aussi au sujet de sa femme. C'est pourquoi, de dépit, l'ayant tiré de sa cage, il le jeta si rudement contre terre qu'il le tua. Néanmoins, dans la suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perroquet ne lui avait pas menti en lui parlant de la conduite de sa femme, ce qui fut cause qu'il se repentit de l'avoir tué. Là s'arrêta Scheherazade, parce qu'elle s'aperçut qu'il était jour. Tout ce que vous nous racontez, ma sœur, dit Dinarzade, est si varié que rien ne me paraît plus agréable. Je voudrais continuer de vous divertir, répondit Scheherazade, mais je ne sais si le sultan, mon maître, m'en donnera le temps. Schahriar, qui ne prenait pas moins de plaisir que Dinarzade à entendre la sultane, se leva et passa la journée sans ordonner au vizir de la faire mourir. Fin de la 14e nuit.
Cet enregistrement fait partie du domaine public.